Mercredi, jour de conseil des ministres, sur la table de l'exécutif, plusieurs grands dossiers et parmi les grandes décisions, on retient le relèvement de la pension des retraités des collectivités territoriales, des précisions également sur la radiation de 93 élèves gendarmes, le point en début du journal. Dans cette édition également, le point de la campagne agricole dans la région de l'Est, des champs au stade levé par endroits pendant que pour la majorité des producteurs, l'heure est encore au labour et au semis, mais pas d'inquiétude, rassurent les techniciens qui voient plutôt les prémices d'une bonne campagne. Un grand défilé militaire pour marquer le 75e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie. 14 000 hommes sur la place rouge de Moscou. L'occasion pour Vladimir Poutine de faire étalage de la puissance militaire de la Russie, mais aussi de rappeler la dette des Européens envers son pays. Voilà pour la une de ce journal. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Mais tout d'abord, les chiffres quotidiens de l'évolution du Covid-19 au Burkina. 15 nouveaux cas confirmés à la date du 22 juin, dont 12 cas importés et 3 cas de transmission communautaire, 2 à Ouagadougou, 1 à Bobo-Dioulasso. On note également une guérison et 0 décès. La maladie est très contagieuse et le gouvernement insiste sur le respect des mesures barrières. Des pensions plus consistantes pour les retraités des collectivités territoriales et leurs ayants droit, c'est l'une des décisions du Conseil des ministres du jour, l'exécutif qui s'est également penché sur les conditions de réparation des préjudices subis par des personnes enregistrées auprès du HCRUN. Le ministre porte-parole apporte également des précisions sur la radiation de 93 élèves gendarmes. Urbain Benito Sommet, Maïmouna Traoré. Selon le ministre porte-parole du gouvernement, 750 agents sont concernés. Quand vous imaginez que certains agents des collectivités territoriales à retraite avaient moins de 13 000 francs CFA par mois. Donc il y a une situation qu'il fallait gérer. Donc en attendant de revoir l'entièreté de la question des retraites, qui est une question posée d'ailleurs par l'association des retraités, les retraités eux-mêmes, y compris au niveau donc de la fonction publique, il y a une proposition qui a été faite qui est de relever de façon substantielle, à des taux précis, selon ce que les uns et les autres perçoivent, pour quand même avoir un minimum de décence. Le Conseil s'est également penché sur les conditions et modalités de réparation des préjudices subis par les personnes victimes enregistrées auprès du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Le montant des prétentions brutes formulées par les réclamations est de l'ordre de 57 milliards de francs CFA. Le décret pris à ce Conseil permet de disposer d'un référentiel de prise en charge efficace et équitable. Sont exclus du champ d'application de ce décret les personnes ayant déjà reçu réparation auprès du HCRUN, les requérants dont les dossiers ont été favorablement traités par le Fonds d'indemnisation des personnes victimes de la violence politique, les requérants dont les dossiers ont déjà été traités et indemnisés par la Commission d'indemnisation des victimes des mutineries de 2011, les victimes ayant bénéficié de décisions judiciaires condamnant l'État, les victimes ayant déjà été indemnisées par voie transactionnelle et les victimes de faits non compris par le champ de la loi portant création, attribution, composition, organisation et fonctionnement du HCRUN. Exécution des contrats plans conclus entre l'État et les sociétés d'État, le Conseil a adopté un référentiel de suivi avec une forme plus contraignante dans la recherche d'une gestion axée sur les résultats. Les différentes assemblées générales, notamment celle de 2017, ont relevé des insuffisances dans la mise en œuvre des contrats plans, avec un recours excessif à ces contrats plans, une incohérence entre la programmation financière des contrats plans et celle de l'État central, une absence de cohérence d'ensemble, tant au niveau de la politique globale et sectorielle qu'au niveau réglementaire. Au cours de ce compte rendu à la presse, le porte-parole du gouvernement a répondu à une question sur l'exclusion de 93 élèves de l'École nationale des sous-officiers de gendarmerie de Bobo-Dioulasso. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont refusé de participer à la marche, ils ont quitté l'école. Et un certain d'entre eux ont continué à exercer une pression sur les autres pour ne pas qu'ils retournent à l'école. Donc ceux qui ont été sanctionnés dans les 93, vous avez ceux qui ont abandonné les postes de garde et les armes ce jour-là. Et vous avez ceux qui étaient, en fait, qui poussaient au mouvement. Sinon les autres sont revenus, il y aura d'autres sanctions à leur endroit. Donc il faut savoir qu'il y en a qui n'étaient pas sur les 750, il y a 39 qui n'avaient pas bougé, soit parce qu'ils étaient de garde, soit parce qu'ils étaient malades.
Le ministre du Commerce a fait au Conseil le point de la situation de la commande publique adressée aux PME-PMI. La loi d'orientation et de promotion des PME du 27 avril 2017 dispose que l'État passe plus de commandes publiques avec ses entreprises. Dernière étape de la tournée du président de l'Assemblée nationale dans les régions touchées par l'insécurité, Dédougou ou Bala Sakandé est arrivé aujourd'hui même. Échange direct demain avec les élus locaux. Une rencontre dont l'ouverture a eu lieu ce matin. Yves Ramba et Karim Ouedraogo. Alassane Bala Sakandé est dans la région de la Boukou du Mouhoun, l'une des 5 régions fortement touchées par l'insécurité avec son corollaire d'attaques terroristes et de déplacés internes. Le président de l'hémicycle et sa délégation échangent avec les forces vives sur les défis sécuritaires de la région. Donc nous venons compatir aux douleurs des populations éprouvées par les attaques terroristes. Deuxièmement, un devoir de redevabilité que la 7e législature se doit par rapport à la lutte contre le terrorisme. Et enfin, le troisième, qui est un devoir de solidarité vis-à-vis des FDS d'une part, mais aussi des populations déplacées. Nous avons une série d'exposés avec lesquels nous allons échanger avec les populations, avec les forces de défense et de sécurité. Je crois qu'à l'issue de ces débats-là, contradictoires bien sûr, il y aura des recommandations qui seront faites. L'Assemblée nationale va s'approprier ces recommandations et transmettre ces recommandations-là à qui de droit. La région de la Boukou du Mouhoun enregistre plus de 32 000 déplacés internes et plusieurs écoles fermées dues aux attaques terroristes. Cette rencontre entre forces vives de la région est donc nécessaire et indispensable. La situation de la Boukou du Mouhoun, sur le plan sécuritaire, donc cette situation est très préoccupante. Et pour nous, ça va permettre, n'est-ce pas, donc d'échanger avec les élus et les FDS pour que peut-être ce qu'on n'a pas pu dire depuis longtemps, que directement on puisse exprimer les difficultés que nous vivons au quotidien. Et c'est pour cette raison que nous saluons vraiment à juste titre cette sortie dans notre région. Ce cadre d'échange regroupe les élus locaux, l'administration et les FDS. Elle permettra de dégager les pistes de solutions face aux défis sécuritaires et humanitaires dans la région. Le retour de la paix et de la quiétude qui fait courir également le président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, Léandre Bassolé, et ses collaborateurs ont eu des échanges hier avec le chef de file de l'opposition. C'est la première d'une série de concertations avec l'ensemble des acteurs de la vie nationale. Explication Moussa Ouedraogo, Sébastien Zongo. Les membres du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale échangent avec les partis du chef de file de l'opposition politique. Ils sont venus partager la feuille de route et la vision du Ashkroun en matière de réconciliation nationale. Il s'agit aussi de recueillir les avis et contributions de ces acteurs politiques au processus. Sur beaucoup de points, nos visions donc se rejoignent, dont sans doute le premier est celui de la nécessité de l'urgence, de faire en sorte que les plaies qui ont été ouvertes par les circonstances de notre histoire récente soient refermées à travers un processus largement inclusif qui agit sans tabou, en ayant à l'esprit la démarche basée sur le triptyque vérité, justice, réconciliation, et que donc la paix des cœurs revienne. La rencontre s'inscrit dans une série d'échanges avec les acteurs politiques, les organisations de la société civile, les autorités coutumières et religieuses et d'autres couches sociales. Chacun de nous voit la réconciliation, comment est-ce que nous pouvons ensemble y aller, simplement en essayant, à travers ces échanges-là, de parvenir à la même compréhension. Si nous voulons que cette réconciliation soit véritablement pérenne, il faut que tout le monde, nous sentions que tout le monde s'y retrouve, tout le monde s'y associe et tout le monde est prêt à y apporter sa contribution. Les différentes contributions serviront de matière à réflexion et de proposition pour faire avancer le processus de réconciliation selon le président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale.
La coopération française qui délie les cordons de la bourse pour le financement du programme régional d'appui à la décentralisation. Plus de 500 millions de francs CFA sur 2 ans. C'est un programme qui intervient prioritairement dans l'espace Sikasso Korogo Bobo Dioulasso. Le partenariat a été scellé hier à la résidence de l'ambassadeur de France, Nangba Kouda, Caroline Ouare. Les enjeux de la présente convention sont transnationaux. Le Burkina, le Mali et la Côte d'Ivoire sont concernés, et plus précisément l'espace Sikasso Korogo Bobo Dioulasso. Il est prévu la mise en œuvre de projets d'investissement prioritaires, notamment la réalisation de 40 forages équipés, le renforcement de l'ingénierie sociale pour la gestion et l'exploitation des équipements et la création d'emplois pour les jeunes. La finalité du programme est de permettre aux collectivités territoriales de l'espace bénéficiaire de disposer de moyens pour la conception et la mise en œuvre de leur politique de développement. On considère que tout ce qui concerne les activités ou les actions de développement dans les zones frontalières sont essentielles, à la fois pour rapprocher les États et les populations, mais aussi pour stabiliser les populations et surtout leur procurer des opportunités de développement et lutter quelque part contre l'insécurité qui peut, malheureusement, on l'a vu encore récemment en Côte d'Ivoire, frapper ces zones frontalières. Prévu pour une durée de 2 ans, soit 2020 et 2021, le coût global du programme est estimé à 524 millions de francs CFA. Sa mise en œuvre est attendue. Un élu d'une commune bénéficiaire comme celle de Banfora, située dans la partie sud-ouest du Burkina et à environ 85 km de Bobo Dioulasso, y voit une réponse à l'une des sollicitations les plus récurrentes, l'accès à l'eau potable. Ce financement est d'une grande importance pour nos communes, parce que qui connaît les réalités de nos villages, le problème d'eau se pose avec acuité. Et moi, en tant que maire de commune, urbaine déjà, le problème d'eau est très très crucial. Ma première sortie en tant que maire, était pour inaugurer un forage. Le programme bénéficie de l'appui technique et financier de la coopération suisse. Il entre dans le cadre de la promotion du développement local et de l'intégration des peuples, une des cordes de l'UEMOA. Le programme d'appui au développement des économies locales en marche également dans le centre-sud. Boutiques, magasins ou gares routières, les chantiers sont nombreux et plusieurs communes sont bénéficiaires des infrastructures que les populations attendent avec impatience. Amadou Ilboudo, Amadou Marcel To. Une dizaine de boutiques toujours en chantier dans la ville de Pau. Un magasin de stockage de divers produits dressé en plein centre de Manga et une gare routière qui n'attend plus que les travaux de finition dans la commune de Gogo. Ces infrastructures du programme d'appui au développement des économies locales PADEL suscitent déjà la satisfaction chez les premiers responsables du programme. Le tour que nous avons fait ensemble montre que les choses avancent très très positivement à l'échelle donc de la région du centre-sud au travers donc des échantillons de chantier que nous avons regardés. Le bel ouvrage que nous avons derrière nous nous montre en tout cas que véritablement dans les délais on pourra en tout cas réceptionner les ouvrages et que les populations pourraient en tout cas entreprendre leurs activités. C'est du reste le souhait des bénéficiaires, à savoir les collectivités territoriales, déjà confrontés à des difficultés liées au développement local. La ville est tellement très coincée, il n'y a plus assez de place pour construire des boutiques et que la mairie, ce que nous construisons, n'arrive pas à suffire. Donc avec le PADEL, l'obtention de ces boutiques-là, ça va permettre à certains qui n'avaient pas de place aussi d'avoir assez de place pour pouvoir mener leur activité. Et aussi, ça va permettre à la commune aussi d'avoir quelque chose pour son budget. On avait programmé jusqu'à 8 projets. Donc, ils sont en train de réaliser 3 projets, la gare routière, les boutiques et puis l'aménagement d'un bas-fond. Donc, le reste là, on entend toujours. Plus de 200 infrastructures sont prévues pour être réalisées par le PADEL dans la région du centre-sud. Des infrastructures qui se résument à des marchés de bétail, des aires d'abattage, des radios communautaires, en plus de celles en cours de réalisation. La directrice générale du Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes, elle, était plutôt dans le centre-est, une région où le fonds rencontre quelques difficultés en termes de recouvrement des prêts. À Bagré comme à Ouarga, il était donc question de rappeler aux femmes les principes et le fonctionnement du FARF. Hassan Gebré et Tanga Kafando. La directrice générale du FARF, le Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes, échange avec les femmes de Bagré. Il s'agit de leur expliquer les facilités qui leur sont offertes dans l'acquisition des crédits,
pour développer leurs activités. À Bagré, les femmes exercent dans l'agriculture, la transformation des produits agricoles, le tissage et le commerce, et la rencontre avec le FARF va leur permettre d'envisager de nouvelles pistes de financement. Comme particularité au niveau du FARF, c'est surtout la garantie. Parce que les femmes n'ont pas un moyen assez consistant pour aller vers les banques pour solliciter des crédits. Après les femmes de Bagré, ce sont celles de Ouarghaï qui reçoivent Dorcas Tenderbiogo et son équipe. Dans cette localité, il s'agit de renouer le contact après quelques temps de rupture et de leur convaincre de la nécessité de rembourser les crédits. Il y avait 3 provinces qui étaient suspendues pour cause d'impayés. C'était le Ganzougou, le Koulpeulgo et le Soum. Donc nous avons fait la démarche avec l'accord de Madame la ministre qui a voulu que nous repartions vers ces provinces qui étaient suspendues pour échanger avec les femmes, leur expliquer que les fonds qu'elles reçoivent, ce ne sont pas simplement des fonds du gouvernement, mais c'est d'autres femmes qui ont travaillé, qui ont remboursé. Au terme de la mission, la directrice générale du FARF se dit satisfaite au regard de la mobilisation et du dynamisme des femmes. 37 millions de francs CFA ont été octroyés aux femmes de Bagré, Zabré, Zoncé et Zouaga du 1er janvier au 31 mai 2020 selon le FARF, qui compte élargir sa présence dans toutes les communes de la région. À présent, on prend le pouls de la campagne agricole dans la région de l'Est. Je vous le disais, des champs au stade de levée par endroits, pendant que pour la majorité des producteurs, l'heure est encore au labour et au semis. Mais pas d'inquiétude, rassurent les techniciens qui voient plutôt les prémices d'une bonne campagne. Aruna Kabouré, Aruna Mare. La campagne agricole en marche dans la région de l'Est. À un jet de pierre de Farangourmand, ce champ de la famille Lompo est au stade de semis. Nous sommes ici à Bungou, un village de la commune de Yamba. Nous sommes venus pour semer le mil. Il a plu une seule fois ici. L'année dernière, à pareil moment, il y avait plus de pluie. Il y avait de la verdure et on utilisait même certaines feuilles pour se nourrir. Un peu plus loin, dans le champ de Adjima Namwano, l'heure est au labour. Ce producteur dispose d'une vingtaine d'hectares. Avec les moyens du bord, il compte emblaver ses terres avec des cultures vivrières et de rente. Nos difficultés, c'est surtout le manque de matériel agricole et d'intrants pour produire en quantité suffisante. À l'entrée de Bogandé, ces producteurs installés aux abords des berges du barrage sont au stade de semis. Des champs bordés de haies vives et de cordons pierreux avec épandage de fumier organique et recours au paillage pour donner à la terre le nutriment nécessaire pour un bon rendement. Nous cultivons les sorgho et les petits milles. Nous avons une fosse fumière que nous utilisons pour enrichir les champs. Pour cette campagne, ce producteur expérimente une variété de sorgho appelée Woubri Amoré, une variété qui résiste à l'eau. Cette variété résiste. Une fois semée, l'eau n'empêche pas sa croissance. Mais les semis loin de l'eau se développent difficilement. Ils sont nombreux, les producteurs comme Assebdi Djibougou à maîtriser les techniques naturelles de production jadis utilisées. Dans le champ, il a appliqué la RNA, la régénération naturelle assistée. Voilà, là c'est une technique qui permet aux producteurs de conserver en tout cas un certain nombre de plants dans son champ. Dans la Nyanya, ce sont des champs à la physionomie diversifiée qui se laissent contempler. Et rares sont les champs qui sont au stade de levée. Bourgnabou en Ro s'attelle ici pour le premier sarclage. La pluie a commencé ici le 25 mai. C'est tôt à mon avis. C'est la première fois que nous assistons à une chose pareille. Dans le Gourouma, tout comme dans la Nyanya et à l'Est d'une manière générale, c'est une campagne agricole appréciable. Cette campagne est prévue, en tout cas, sous de bons auspices. Les prévisions en matière de pluviométrie sont très favorables. Les opérations culturelles qui sont en cours actuellement, il y a effectivement les préparations des champs, il y a l'épandage de la fumure organique, il y a aussi les labours, mais il y a aussi déjà les semis. À certains endroits, les céréales qui ont été emblavées sont au stade de levée.
Pour l'atteinte de la sécurité alimentaire, les techniciens prônent le respect strict des itinéraires techniques tout au long de la campagne. Une vaste campagne de vaccination contre la péripneumonie bovine. C'est l'annonce faite hier par le ministère des Ressources animales. C'est une maladie qui fait chaque année des ravages dans le cheptel et la bonne nouvelle pour les éleveurs, c'est que l'opération est gratuite. Précision avec Paul-David Bambara et Maxime Zongo. La peste des petits ruminants, la maladie de Newcastle, la variole aviaire, des maladies qui peuvent causer le désastre au sein du cheptel. Pour une lutte préventive, le ministère en charge des ressources animales a décidé d'aller en croisade contre la pandémie et cela à travers une campagne de vaccination à grande échelle. La présente campagne de vaccination, selon le secrétaire général du ministère en charge des ressources animales, est la traduction concrète d'une activité importante du département. Dans son adresse à la nation, dans le cadre de la lutte contre la pandémie, le président du FASO avait annoncé au titre des mesures de soutien à la relance de l'économie, l'acquisition d'intrants agricoles et d'intrants pour bétail pour le soutien à la production vivrière et pastorale d'un montant de 30 milliards de francs CFA. À ce titre, le gouvernement a accordé au ministère des Ressources animales et halieutiques un montant de 2 594 219 000 francs pour la vaccination gratuite du cheptel contre la péripneumonie contagieuse bovine, la peste des petits ruminants, la maladie de Newcastle et la variole aviaire. À travers cette conférence de presse, donc, l'objectif est de marquer officiellement le démarrage de l'opération. Une opération qui permettra de soutenir les acteurs du monde rural à la relance de leurs activités d'élevage. L'opération s'étendra de juin à août 2020 pour les petits ruminants, tandis que celle contre la péripneumonie contagieuse bovine, la maladie de Newcastle et la variole aviaire débutera en octobre prochain. S'adapter au changement climatique, un autre impératif pour l'élevage et tous les autres secteurs. En la matière, le Burkina Faso a son plan, mais encore faut-il disposer d'indicateurs pour mesurer sa mise en œuvre. C'est tout l'enjeu d'une rencontre de l'ensemble des acteurs impliqués qui s'est ouverte hier à Koudougou. Souleymane Sanou et Sekou Zongo. Ces acteurs du système de suivi-évaluation du plan national d'adaptation au changement climatique se mettent à niveau sur la problématique en la matière. Issus de plusieurs ministères, ces acteurs s'approprient ainsi du dispositif national de suivi-évaluation des actions sur les changements climatiques. Il s'agira effectivement de renforcer les capacités de ces acteurs. Et secondo, il s'agira aussi de pouvoir rendre, je vais dire, beaucoup plus opérationnel le nouveau dispositif, en tout cas en matière de suivi évaluation qui a été élaboré. Cette session de renforcement de capacité devrait faciliter la mise en commun des rapports sur les actions en matière de changement climatique. Ce sont les représentants des plans sectoriels qui sont là. Donc retourner dans leur département, ils vont se charger à ce niveau-là déjà de capitaliser, de suivre et d'évaluer les avancements au niveau du changement climatique, et tous ces secteurs-là devraient contribuer à ce que nous puissions faire une synthèse nationale pour dire, bon, en matière de changement climatique, voilà ce que le Burkina a fait. 6 secteurs prioritaires des changements climatiques et 2 secteurs transversaux que sont le genre et la société civile prennent part à cet atelier de 72 heures. De l'eau potable pour les habitants de la zone non lotie de Taaptenga à Ouagadougou. C'est un défi que s'est lancé l'Office national de l'eau et de l'assainissement, et pour ce faire, il a entrepris des travaux de renforcement de son réseau, de quoi permettre la réalisation d'un plus grand nombre de branchements dans la zone. Issa Kanana. Une équipe de l'Office national de l'eau et de l'assainissement dans la zone non lotie de Taaptenga. C'est une visite de terrain pour constater l'état d'avancement des travaux de renforcement du réseau d'approvisionnement en eau potable dans ce quartier périphérique de Ouagadougou. Ces travaux, entrepris par la nationale de l'eau, consistent à poser des conduites d'eau sur une linéaire totale de 2,6 km en vue d'améliorer la desserte. Dans cette zone de Taaptenga, il nous a été signalé un déficit dans la desserte. Et le directeur général de l'ONIA nous a instruit de réaliser ces travaux pour renforcer la desserte
dans cette zone déficitaire. Ce quartier connaît souvent des perturbations qui vont des baisses de pression à l'interruption prolongée de la fourniture en eau. Ces travaux devraient donc permettre à l'ONIA de fournir de l'eau potable en quantité et en qualité au plus grand nombre de ménages à Tartenga. Ici, il n'y a pas de conditions exceptionnelles. C'est dans les mêmes conditions que l'ONIA effectivement assure les branchements au niveau des zones loties. C'est ces mêmes conditions qui s'appliquent effectivement dans les zones non loties. Seulement, avec les zones non loties, on a certaines particularités qui font qu'on a des conditions extra. Lorsqu'on est à plus de 50 mètres de la fourniture de l'eau, là où il y a une conduite, dans ce cas vraiment, on ne peut pas servir l'eau à cette personne. Voilà, donc pour avoir l'eau, la seule condition requise, c'est d'être à moins de 50 mètres d'une conduite d'eau. Toujours dans la dynamique de satisfaire la demande en eau potable des populations, une autre tranche de travaux a été réalisée dans la zone lotie de Yamtenga avec une conduite d'eau de plus d'1 kilomètre. La ministre de l'Action humanitaire au foyer Sainte-Anne de Tema-Boquin. C'est un centre qui recueille des femmes accusées de sorcellerie et des jeunes filles en difficulté. Marie-Laurence Ilboudo est allée encourager et soutenir les responsables du centre et les pensionnaires Jean-Eudes Bayala et Solange Guigman. C'est une visite qui se veut un cadre d'échange avec les pensionnaires et les responsables du foyer Sainte-Anne de Tema-Boquin. Objectif, leur exprimer la solidarité du gouvernement et leur expliquer les différents services du département en charge de la femme, de la solidarité nationale et de l'action humanitaire. Nous sommes venus déjà pour donner les différents outils que le ministère a mis en œuvre pour accompagner toutes les femmes victimes de violences basées sur le genre. Donc, ce sont des mécanismes et des outils méconnus des acteurs ou des utilisateurs ou des bénéficiaires, je dirais, très méconnus des bénéficiaires. Donc nous sommes venus leur dire qu'ils ont un accompagnement continu de l'État pour ça et de ses partenaires. Donc, et puis aujourd'hui, encourager ces femmes oubliées de la société, oubliées de leur famille, dire que son Excellence le président du Faso a dit que le Burkina Faso sera construit avec tous les fils et les filles du pays. Occasion pour les responsables du foyer de présenter la structure et de soumettre leurs doléances qui sont d'ordre financier et sanitaire. Alors, la prise en charge, spécialement, c'est la paroisse qui s'en occupe. Et à travers, bien sûr, quelques activités que nous menons ici. Et, disons malheureusement, ces activités ne peuvent pas tout supporter. Donc aussi, il y a un peu le soutien extérieur, l'OCADES qui nous apporte un coup de main, et quelques partenaires. Mais actuellement, ces aides sont en train de régresser, sont en train de baisser. Des pagnes, des nattes, des vivres et du matériel de protection, c'est le don fait à ce centre par la ministre en charge de la femme et de la solidarité nationale pour traduire le soutien du gouvernement aux occupants du centre. Bientôt, une brigade de veille citoyenne antifraude depuis ce matin. Les acteurs de commerce et les organisations socioprofessionnelles se concertent pour sa mise en place. Il s'agit de mieux défendre leurs intérêts en barrant la route à la concurrence déloyale. Urbain Benito Sommet, Amadou Marcel To. Du commerce et des organisations socioprofessionnelles en ordre de bataille contre la disparité dans le secteur. Ensemble, ils échangent sur les préoccupations qui mettent à mal une véritable relance économique au Burkina. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas sur le terrain par rapport au désordre dans le cadre du commerce. On note parmi tant d'autres la concurrence déloyale, la fraude et la mauvaise qualité des produits. Aujourd'hui, vous verrez des gens qui sont grossistes, détaillants, demi-gros, ce qui ne profite pas aux petits commerçants. Non seulement aussi ça ne profite pas aux petits commerçants, et il y a des multinationales qui sont en train de s'installer. Si nous ne formons pas une équipe solide pour bien s'organiser, je pense que l'économie locale est vouée à l'échec. Face à la situation, il est donc impératif de fédérer davantage les actions des différentes fêtières selon le syndicat national des commerçants du Burkina. D'où l'ambition de créer une brigade de veille citoyenne. La brigade n'est pas une police comme la police que vous voyez, elle est juste une brigade d'alerte. Elle ne peut pas prendre des sanctions. Les sanctions sont prises par l'autorité compétente. Mais si nous veillons à ce que toute chose se passe normalement,
Je pense que nous allons contribuer un tant soit peu à résoudre un peu le problème qui mine le développement de nos activités. En attendant, l'heure est à la mise en place d'un bureau national avec des délégués des différentes organisations avant toute validation de la dite brigade. Le tourisme, secteur en pleine crise. À l'insécurité est venue s'ajouter la crise sanitaire et dans les hauts bassins, les acteurs s'organisent pour une relance de leurs activités. Ils se sont rencontrés pour explorer des pistes de solutions. Kassoum Milogo, Kadouro Menki. Mettre en place une stratégie structurelle pour le rayonnement du tourisme, c'est tout l'enjeu de cette rencontre. Un atelier de réflexion qui se veut un cadre de concertation entre acteurs culturels des hauts-bassins sur le devenir de leur activité. L'insécurité et après la Covid-19 a durement éprouvé les acteurs du tourisme. Or, le tourisme, c'est un pan important de l'économie d'un pays et particulièrement donc un pan important de l'économie régionale aussi. Donc, cette idée de faire un cadre de réflexion des acteurs du tourisme vraiment contribuera certainement à nous permettre de trouver les voies et moyens pour pouvoir relancer le tourisme. Pour les différents acteurs, il s'agira d'approfondir la réflexion sur les actions à mener afin de sortir des difficultés que traverse le secteur du tourisme. Nous allons présenter également les différents mécanismes qui peuvent se présenter à nous pour le financement de notre secteur. Et au-delà de tout cela, les autres mots qui minent le secteur seront débattus de façon vraiment sans tabou. De cet atelier de Bobo Dioulasso, il est attendu des propositions concrètes pour la relance des activités socio-économiques du tourisme, ainsi que l'élaboration d'un chronogramme d'activité annuel. Un grand défilé militaire pour marquer le 75e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie. Je vous le disais en titre, 14 000 hommes sur la place rouge de Moscou. L'occasion pour Vladimir Poutine de faire étalage de la puissance militaire de la Russie, mais aussi de rappeler la dette des Européens envers son pays. La Russie a célébré le 75e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie. Vladimir Poutine, bien sûr, était aux premières loges de cette parade militaire qui a rassemblé quelques 14 000 hommes sur la place rouge, sans masque ni distanciation sociale. Le défilé initial prévu le 9 mai avait été reporté en raison de la crise sanitaire. Cette année, la parade a donc eu lieu le même jour que celle organisée lors de la victoire en 1945. Chars d'assaut, missiles, systèmes anti-aériens. Comme chaque année, ce défilé est aussi l'occasion pour la Russie de faire l'étalage de sa puissance militaire. Dans son discours, Vladimir Poutine a rappelé la contribution essentielle des soldats soviétiques lors de la victoire sur l'Allemagne nazie. Nous n'oublierons jamais que c'est le peuple soviétique qui a écrasé le nazisme. Les soldats soviétiques ont libéré les pays d'Europe des envahisseurs. Ils ont mis fin à la tragédie de l'Holocauste et ils ont sauvé le peuple allemand du nazisme et de son idéologie mortelle. Accompagné de dirigeants d'anciennes républiques soviétiques, dont le président bélarusse Alexandre Loukachenko, Vladimir Poutine a rendu hommage aux soldats soviétiques tombés durant la Seconde Guerre mondiale. Près de 10 millions de morts selon les estimations, 25 millions en comptant les civils. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce journal. Merci pour votre attention. Restez fidèles au programme de la télévision du Burkina.